Qu'on commence sur le bouquin, il y a une introduction où tu te présentes, tu retraces un petit peu ta vie, tu parles de ton cursus scolaire notamment. Et il y a un point qui m'a interpellé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un point de bascule à partir du moment où tu apprends que tu es diabétique. J'ai l'impression que là, il y a une sorte de point de bascule qui te permet d'être un peu plus responsable, une prise de conscience sur ce que tu vas faire. Quand j'étais jeune, j'avais des difficultés scolaires, j'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en SECPA. Et ensuite, on a détecté ma dyslexie, ma dysorthographie. Je me suis mis à travailler, mes parents étaient derrière moi. Et effectivement, à 11 ans et demi, presque 12 ans, j'ai été atteint du diabète de type 1. Donc, j'étais hospitalisé pendant 3 semaines. Et effectivement, ça a été un choc pour moi, un choc pour ma famille. Et ça a été aussi un point de bascule parce que quand je suis revenu à la maison, après avoir fait 3 semaines à l'hôpital, chez Robert Debré, Robert Debré, mais là, l'hôpital Robert Debré en région parisienne. Et quand je suis revenu à la maison, effectivement, tu dois réapprendre à t'alimenter, tu dois apprendre à vivre avec une maladie qui est invisible vis-à-vis des autres, mais qui, à l'intérieur de nous, on la ressent. Les symptômes de l'hypoglycémie, de l'hyperglycémie, toutes ces choses-là avec lesquelles tu dois apprendre à vivre font que tu te freines. C'est-à-dire que des fois, tu as des choses que tu aimerais faire, ou peut-être des bêtises que tu allais faire, que tu fais pas parce que tu as cette petite voix de non, mais tu vas être en hypoglycémie, tu vas être en hyper, ou tu as tous ces trucs-là qui te poussent à pas faire certaines choses qui t'auraient peut-être fait si j'avais pas eu cette maladie. Ouais. T'es toujours du type 1, Lance ? Oui, le diabète de type 1, il est à vie. Donc, depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 12 ans, j'ai le diabète. J'en ai 34. Donc, ça fait 22 ans que je vis avec cette maladie. Je me pique 3 fois par jour. Ouais, c'est insuline, du coup. Ouais, je mets de l'insuline 4 fois par jour avant chaque repas et que je vis avec cette maladie. Et on vit très bien avec le diabète. Mais malheureusement, c'est des maladies auxquelles on parle très peu. C'est des maladies invisibles et il y a de plus en plus d'enfants qui ont le diabète. Ce qui m'a interpellé, c'est que finalement, la connaissance, comme tu dis, elle est illimitée. Il suffit de s'intéresser à un sujet en particulier et de l'épuiser. C'est-à-dire de creuser, d'être passionné pour avoir finalement une forme de spécialisation quelque part. Donc finalement, c'est être curieux, quoi. Et effectivement, on a le théorème des 10 000 heures. Le théorème des 10 000 heures, c'est quand tu fais 10 000 heures de pratique délibérée, pas 10 000 heures où tu es en train de pratiquer quelque chose de manière délibérée, tu ne peux que progresser. Et tu deviens expert. On devient expert après avoir fait 10 000 heures de pratique délibérée. Et donc, la connaissance, effectivement, si demain on a les bonnes techniques d'apprentissage, mais on en parlera un peu après, et qu'on veut développer, je sais pas, le marketing, ou on veut lancer un podcast, ou on veut faire telle ou telle chose, et ben si tu vas lire ne serait-ce que 15, 20, 30, 50, 100 heures sur le sujet, regarder des vidéos, écouter des podcasts sur le sujet, ben t'en sauras beaucoup plus qu'une personne qui se définit expert parce qu'elle a juste un diplôme. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait avec la lecture rapide. J'ai découvert la lecture rapide et je suis parti en pratique délibérée. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai pratiqué, pratiqué, partagé. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. La question, justement, tu parlais de lecteur rapide. Tu m'as balancé une petite anecdote tout à l'heure, juste avant de commencer l'interview, parce que tu vas voir une interview tout à l'heure et tu me disais, tiens, j'ai 30 minutes pour lire un gros pavé que tu m'as montré et je me suis dit, mais mince, comment tu vas faire? Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est une question à deux balles puisque tu es un spécialiste de la lecture. Effectivement, j'ai un podcast, je tourne un podcast juste après. Et comme j'ai reçu le livre, le livreur me l'a livré vers 13h. J'avais plein de réunions et que j'avais mon engagement avec toi. Ce qui fait qu'il me reste une demi-heure pour lire le livre, pour pouvoir poser des questions pertinentes à l'auteur tout à l'heure. Et effectivement, en une demi-heure, je vais essayer d'aller au maximum. C'est un livre qui fait 200 pages. Ouais, 280. Je dis pas que je vais le lire entièrement, mais on va tout faire pour avoir un maximum d'infos pour pouvoir faire la meilleure des choses. Moi, je mets 2 mois pour lire un bouquin. Toi, tu mets 40 minutes. Non, t'as pas mis 2 mois pour lire mon bouquin, j'en suis sûr. Non, non. En plus, il se lit assez rapidement, donc ça se lit assez facilement. Non, j'ai pas mis 2 mois. Bon, je l'ai créé pour qu'il soit à portée de tous, et je l'ai créé pour qu'il soit accessible à tous, même des personnes qui sont. C'est un livre d'un non-lecteur pour les non-lecteurs.
Tu parles dans ce bouquin justement du saboteur mental. Et à un moment, ce qui m'interpelle, c'est lorsque l'on emploie le terme mais. C'est un terme qu'il faut bannir de son vocabulaire. Parce que ça nous permet ça nous permet pas, ça nous freine quelque part dans notre avancée. Effectivement. Souvent, quand tu parles avec des personnes, tu dis oui, il faudrait que je fasse ça, mais je dois m'écrire, mais j'ai pas le temps. Je dois lire, mais j'ai pas le temps. J'aimerais bien aller en voyage, mais il y a le petit mais à chaque fois. Et donc, à chaque fois, même quand ça se passe bien, on veut rajouter un mais. C'était bon, mais c'était pas assez chaud. C'était bon, mais il manquait un peu de sucre. Ou il manquait un peu de sel. Il y a toujours le petit mais qui vient. Et mentalement, le mais vient effacer tout ce qui a été dit avant. Si tu dis quelque chose, mais quelque chose d'autre, ce qu'on va retenir, c'est la fin de la phrase. Ouais. Alors on doit changer le mais par le et. Ouais. Un accompagnement, quoi. Voilà, un accompagnement. Alors c'était très bon, et avec un peu de sel, ça aurait été mieux. Ou avec un peu de sel, j'aurais préféré. Plutôt que c'est très bon, mais il manque un peu de sel. Tu vois juste le et reformuler sa phrase pour rajouter un accompagnement plutôt qu'une rupture change complètement la perception des choses. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on prend du recul, l'importance des mots dans la perception de qui on est et de ce qu'on vit. Ça veut dire que les mots ont une grande, grande, grande importance, même si on s'en rend pas compte. Ah, bien sûr. Et donc, c'est utiliser ça pour l'externe, mais pour l'interne, même pour notre propre personne. Donc là, tu parles aussi de manière inconsciente alors, du coup? Oui, dans la vie de tous les jours, parce que là, tu as utilisé le mais dans le livre, je parle des injonctions comme il, je dois, il faut, et de manière générale, les tournures de phrases et l'utilisation des négations dans notre quotidien. Le cerveau ne comprend pas les négations. Donc, le fait d'utiliser une négation va bloquer l'interlocuteur. Quand tu dis à un enfant ne crie pas, bah, tu pourrais lui dire parle doucement. C'est le même message, mais au moins tu as dit ce que tu voulais et tu n'as pas dit ce que tu ne voulais pas. Et nous, on parle souvent en négation, avec ce que je ne veux pas, alors qu'il faudrait dire ce que je veux, tout simplement. Justement, tu parlais du cerveau tout à l'heure. Finalement, le cerveau aussi, il s'adapte à une situation, mais finalement, on s'aperçoit aussi qu'il essaye aussi d'aller dans le sens de là où il veut aller. C'est-à-dire qu'il n'aime pas les dissonances. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce qui se passe, c'est que tu as des biais cognitifs et faut se dire que le cerveau, il est flemmard. C'est-à-dire quoi? Il est flemmard. Il va chercher le minimum, utiliser le minimum d'énergie. Donc, il va faire des raccourcis. Et il va faire des raccourcis par rapport à notre cadre de référence, par rapport à notre référentiel, qui est notre expérience, notre éducation, notre culture. Et donc, en fonction de ce qu'on va vivre, tu vas avoir t'as le biais des coûts irrécupérables, qui est assez connu. Le biais des coûts irrécupérables, c'est tu fais quelque chose, t'as pas envie de le faire, ou tu sens que c'est pas bon, mais tu le fais quand même parce que tu as déjà investi quelque chose. Tu as déjà investi du temps, tu as déjà investi de l'argent. C'est le truc où quand tu as la queue, tu fais la queue dans une caisse, et que tu vois que tu as la queue d'à côté, elle va plus vite. Et comme ça fait déjà 10 minutes que tu es dans ta queue, tu dis non mais ça fait déjà 10 minutes, t'inquiète, ça va y aller, ça va aller plus vite. Alors que tu devrais changer. Mais ben non, mais ça fait déjà 10 minutes et comme tu as déjà avancé ça, tu as déjà passé 10 minutes, tu n'as pas envie de changer. On l'a déjà tous vécu dans différentes configurations de notre vie. Et ben ça, c'est un raccourci que notre cerveau va faire. Et effectivement, parce que comme il veut utiliser le moins d'énergie possible, il prend des raccourcis. Et le fait de connaître ça te permet quoi? Te permet de te remettre en question. Et de dire, attends, mais est-ce que je suis pas en train de faire ça? Est-ce que je suis en train de prendre une décision raisonnée? Ou c'est juste parce que mon cerveau me joue des tours?